Bien, alors nous allons parler à présent de la construction du mur de Berlin. Ce mur de Berlin, en fait, il date du début des années 1960, en 1961 exactement. Il a été construit dans la nuit du 12 au 13 août 1961. Pour essayer de comprendre ce que c'est que ce mur, eh bien, on va commencer par un petit schéma. Si vous vous souvenez, on a dit que l'Allemagne, je vais faire un schéma très simple, d'accord, qui ressemblait à peu près à cette forme-là à la fin de la guerre, elle a été divisée en plusieurs zones d'occupation. Mais on avait dit aussi qu'en 1949, finalement, les Américains, les Anglais et les Français ont décidé de rassembler leurs zones, tandis que l'URSS, elle, n'a pas voulu. On a donc abouti à la création de deux Allemagnes, avec en gros donc la RFA à l'ouest et la RDA à l'est. Mais il y a toujours Berlin. Berlin qui se trouve ici en RDA. Et à l'intérieur de Berlin, vous avez toujours eh bien, une partie qui est contrôlée par les Anglo-Américains, qui est à l'ouest, d'accord, ici, et une partie qui est contrôlée par la RDA. Donc le problème, vous avez dans les années 50 tout un tas de gens de la RDA qui n'aiment pas le régime, qui vont aller à Berlin-Ouest et de là, de Berlin-Ouest, prendre un avion pour partir en RFA. Et donc dans les années 50, vous allez avoir un nombre très important d'Allemands de l'Est qui vont fuir vers la République fédérale allemande. D'accord? Donc, pour mettre fin justement à cet exode, eh bien, en 1961, vous allez avoir l'Allemagne de l'Est, la RDA, pardon, qui va donc décider de construire un mur. Ce mur, il l'appelle mur de protection antifasciste. En réalité, c'est un mur qui a pour but justement de séparer physiquement la RFA de la RDA et empêcher donc les Allemands de l'Est de pouvoir se rendre en Allemagne de l'Ouest. Alors, ce mur de Berlin, c'est pas un mur qui entourerait entièrement la RFA, bien sûr que non. C'est un mur qui entoure uniquement Berlin, la partie ouest de Berlin, comme vous voyez sur la carte numéro 3 de la page 123. Un mur est construit tout autour de Berlin-Ouest, ici, pour pouvoir empêcher, non pas les gens de RFA, donc les Berlinois de l'Ouest, de sortir, mais pour empêcher les Berlinois de l'Est et les gens de la RDA de pouvoir rentrer dans Berlin-Ouest et ensuite pouvoir partir en RFA. Donc c'est ça ce qui est très paradoxal, c'est que en fait ce n'est pas un mur pour empêcher les gens de sortir, mais c'est un mur pour empêcher les gens de rentrer. Donc c'est le principe inverse en quelque sorte d'une prison. Les prisonniers ne sont pas ceux qui sont à l'intérieur, mais ceux qui sont à l'extérieur. Bien. Alors ce mur, comme vous pouvez le constater ici, il est construit très rapidement. Vous avez un premier mur qui est construit dans la nuit du 12 au 13 août 1961. Vous partez voir des amis à Berlin-Est, vous revenez, vous ne pouvez plus passer, il y a un mur. Donc vous allez avoir des familles comme ça qui vont se retrouver coupées en deux, séparées parce que du jour au lendemain, ils ne peuvent plus passer. Ce mur, au départ, c'est un simple mur, comme vous pouvez constater, avec du béton et un peu de barbelé, donc relativement facile à franchir. Mais par la suite, ce mur va devenir beaucoup plus important et beaucoup plus épais. Là, au document 4, on voit un mur infranchissable. Vous allez d'abord avoir effectivement un mur, d'accord, côté est, très haut, 3-4 mètres de haut. Puis ensuite, vous avez toute une partie ici avec une clôture électrique. Donc si vous la franchissez, ça sonne. Puis une zone ici et de l'autre côté avec des mines où on ne peut pas marcher. Une zone au milieu où les gardes et les voitures marchent avec également des chiens d'attaque. Puis des tours de garde pour vérifier. Et de l'autre côté, un autre mur. Bon, donc c'est carrément une zone interdite, une zone pratiquement infranchissable. Si vous voulez passer par-dessus le mur et courir, c'est impossible. Vous allez forcément vous faire attraper, vous faire tuer.
Donc, on a bien un mur là qui est totalement infranchissable et que les Allemands de l'Est ne pourront pas franchir. La seule manière de pouvoir arriver à franchir ce mur, eh bien, ça va être soit par en dessous, vous allez avoir des tunnels qui vont être creusés, partant de certains immeubles, de caves d'immeubles et sortant à l'ouest, mais vous avez sans arrêt des gardes qui vérifient justement dans les immeubles pour voir s'il n'y a pas des trous creusés, ou certains vont aussi tenter de passer par au-dessus. Vous avez également des checkpoints dans le mur, c'est-à-dire des endroits dans le mur, vous voyez, vous avez le mur comme ça, avec un passage qui est possible, avec les voitures qui sont arrêtées, qui sont fouillées, et donc c'est une sorte de frontière où les voitures vont être contrôlées. Donc vous pouvez essayer de vous cacher dans une valise, ou etc., comme certains l'ont fait, mais c'est évidemment extrêmement périlleux, très difficile. Alors ce rideau de fer physique que l'on voit à Berlin, lisez le document 2, et ça explique bien justement à quel point ça a été mal vécu. Ce rideau de fer, construit du jour au lendemain, a évidemment provoqué de violentes protestations en RFA, mais aussi évidemment chez les citoyens de l'Est, mais qui ne pouvaient pas dire grand-chose parce qu'ils risquaient sans arrêt de se faire tuer par le régime. Les autorités de Berlin-Ouest ont qualifié ces mesures de terrible injustice, évidemment, et vous allez avoir, ils vont recevoir un soutien très important en la personne du président américain, John Fitzgerald Kennedy, que vous voyez ici au document 5. Il a fait un discours très célèbre, Kennedy, que je vous invite à lire au document 5, dans lequel il répète plusieurs fois qu'ils viennent à Berlin. Certains disent que le communisme est l'avenir, qu'ils viennent à Berlin. Certains disent qu'en Europe et ailleurs, on peut travailler avec les communistes, qu'ils viennent à Berlin. Pour montrer que finalement, c'est impossible de pouvoir collaborer avec les communistes parce que ce mur est le symbole de leur incapacité à dialoguer. En fait, ça montre la rupture totale entre l'Ouest et l'Est. Ce mur constitue à nos yeux une offense pour l'histoire et aussi à l'humanité en séparant les familles, en divisant un peuple qui souhaite être uni. Et à la fin, vous voyez, il dit une phrase importante, il dit « C'est pourquoi, en tant qu'homme libre, je suis fier de dire « Ich bin ein Berliner ». Je suis un Berlinois. Alors évidemment, il n'est pas allemand, il n'est pas berlinois. Pourquoi dit-il cela? Tout simplement pour montrer qu'il s'identifie aux Berlinois, pour montrer que les États-Unis les soutiennent, un peu comme au moment des attentats où lorsque les gens disaient « je suis Charlie ». C'est le même principe, je suis berlinois, c'est pour montrer qu'on s'identifie, qu'on les soutient et qu'on est comme eux. Les autorités de la RFA, et particulièrement à Berlin, vont énormément apprécier ce soutien de Kennedy. Ce discours a lieu en 1963. C'est la période, début des années 60, du paroxysme en quelque sorte de la guerre, le moment où vraiment on craignait le plus qu'une troisième guerre mondiale éclate. Parce qu'il y a non seulement ce problème de la construction du mur, mais il y a un deuxième problème dont on va parler tout de suite, qui est celui de la crise de Cuba. Alors, la crise de Cuba, vous l'aviez à la page suivante. La crise de Cuba, c'est probablement le moment où les gens ont eu le plus peur que la Troisième Guerre mondiale éclate. Elle a eu lieu du 16 au 28 octobre 1962. Il y a eu donc 12 jours de tension extrême. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il faut remonter un petit peu en arrière. En janvier 1959, vous avez une révolution à Cuba. Jusqu'à présent, à Cuba, vous aviez un dictateur soutenu plus ou moins par les États-Unis qui s'appelait Batista. Et ce dictateur est renversé, et à la place, vous avez Fidel Castro qui s'empare du pouvoir. Et Fidel Castro décide de se rapprocher de l'URSS. Face à cela, eh bien, les États-Unis vont essayer de renverser à leur tour Fidel Castro en faisant débarquer dans l'île un certain nombre de personnes anticastristes qui veulent renverser le régime. Mais c'est un échec. Du coup, eh bien, pour renforcer la puissance cubaine et pour montrer son autorité, eh bien, vous avez le dirigeant de l'URSS
qui à ce moment-là est Nikita Khrouchtchev, qui va demander à Castro d'installer dans l'île des missiles en direction des États-Unis. Alors, première question, pourquoi l'installation de missiles soviétiques à Cuba représente-t-elle une menace pour les États-Unis? Vous voyez bien au document 1 qu'il y a de nombreuses villes du sud-est des États-Unis, comme Miami, Atlanta, la Nouvelle-Orléans et même Washington, qui peuvent être touchées par ces missiles soviétiques installés à Cuba. Donc, tout un tas de grandes villes des États-Unis sont menacées directement par les missiles soviétiques. C'est donc une situation extrêmement dangereuse. Le président américain va alors s'adresser à la nation en disant clairement les choses. Il faut que les soviétiques retirent leurs missiles, car c'est une menace à la paix. Pour cela, il va créer un embargo pour bloquer toutes les arrivées de bateaux dans l'île de Cuba. Si un bateau rompt cet embargo, il déclare la guerre. Et si les soviétiques ne retirent pas leurs missiles, ils déclarent également la guerre. Donc, il y a un ultimatum très fort. La balle est dans le camp soviétique, mais en gros, il faut qu'ils retirent leurs missiles, sinon, ça sera la Troisième Guerre mondiale. Donc, vous voyez, il y a une pression extrêmement forte. Et beaucoup d'Américains vont alors paniquer en se disant « ça y est, c'est la guerre. C'est plus possible ». Bon, alors, en même temps, parallèlement, il faut faire des négociations. Vous allez avoir à l'ONU une réunion en octobre 1962 pour présenter justement les menaces, pour prouver qu'il y a bien des missiles dans l'île et présenter les menaces que cela peut être pour les États-Unis. Donc, lors de cette réunion de l'ONU, eh bien, on va démontrer l'installation des bases et essayer de négocier avec l'ONU pour pouvoir faire pression encore plus sur l'URSS. Alors, si on regarde évidemment le document 1 et 2, on peut se poser, mais quel était l'intérêt pour l'URSS d'installer des missiles à Cuba? L'intérêt, c'était pouvoir effectivement menacer directement les États-Unis et pouvoir leur faire pression. En cas de guerre, évidemment, c'était une situation idéale pour l'URSS. Mais c'est une situation également très dangereuse, puisque vous voyez que les Américains n'acceptent absolument pas cette situation. Comment l'URSS réagit-elle? Alors, lorsqu'on voit ce document 1, vous avez l'embargo américain, c'est-à-dire c'est un peu comme un château fort, hein, on va bloquer autour de l'île et interdire toute circulation d'une marchandise. Donc, au départ, la flotte soviétique avance et continue d'arriver vers Cuba pour livrer du matériel, pour livrer des vivres, etc. Donc au départ, on voit les bateaux soviétiques se rapprocher et on se dit mais ça y est, ils vont franchir l'embargo et ça va être la guerre. Donc pendant qu'on négocie, chacun essaie de montrer sa force. C'est un petit peu ce que l'on voit au document 6 dont on va parler tout à l'heure. Mais finalement, si vous lisez bien le document 5, Khrouchtchev, le dirigeant soviétique, n'est pas idiot. Il a bien compris que ça pouvait être un moment pour négocier, et surtout que si il y a une troisième guerre mondiale, personne ne serait gagnant. Il le dit au document 5, la guerre thermonucléaire mondiale aurait pu être déclenchée. Évidemment, les États-Unis auraient subi d'énormes pertes, mais l'Union soviétique aussi. Ça veut dire que le monde entier aurait subi cette guerre. Qu'est-ce qu'il y avait à y gagner? Pas grand-chose, à part la destruction du monde. Donc, il faut être raisonnable. Il faut que chacun fasse des efforts. Donc, ça va être quoi? Le résultat, c'est que les États-Unis et l'URSS vont arriver à un accord. L'URSS accepte de retirer ses missiles. La flotte soviétique fait demi-tour, l'URSS retire, démantèle ses missiles à Cuba.
En échange, que font les États-Unis? Les États-Unis qui avaient eux aussi des missiles en Turquie, qui pouvaient être une menace pour l'URSS, vont les retirer. Donc finalement, tout le monde va pouvoir se présenter comme vainqueur en disant, ben voilà, l'autre partie a été obligée de faire ce que je voulais. On arrive donc finalement à un accord. Mais vous voyez, finalement, c'est la raison qui l'a emporté. Parce que tout le monde a compris que une guerre mondiale, ça n'avait aucun intérêt. Est-ce que ça fait plaisir à tout le monde? Non, pas forcément. Vous avez notamment à Cuba le dirigeant cubain qui n'est pas forcément très content parce que lui, il avait un certain nombre de promesses et il aurait voulu que les fusées nucléaires soient maintenues parce que c'était un moyen de pression sur les États-Unis. Mais évidemment, c'était pas possible. C'était pas possible, d'autant plus que les États-Unis, en échange, acceptent quand même une chose très importante pour Fidel Castro, eh bien, c'est de ne pas le renverser. Et donc, Fidel Castro a pu diriger Cuba jusqu'à sa mort sans être inquiété par les États-Unis. Bien, donc, vous voyez, c'était un moment très important. Vous voyez ici cette caricature. On y voit Khrouchtchev et Kennedy qui sont en train de faire un bras de fer, chacun assis sur un missile nucléaire avec un bouton pour faire exploser l'autre. Donc en gros, ça nous montre que y a un rapport de force, mais que personne ne peut gagner. Si on appuie sur le bouton, tout le monde saute. Donc, il y a eu finalement une entente qui a été trouvée, et cette décision va marquer un tournant. Parce que jusqu'à présent, on craignait la Troisième Guerre mondiale en se disant « ça va exploser, ça va être la guerre nucléaire ». Mais justement, on a compris à ce moment-là que cette guerre n'était pas possible parce que personne ne gagnerait. Les deux pays en sortiraient gravement détruits et la planète entière. Donc, à partir des années 60, après cette crise de Cuba, on va rentrer dans une nouvelle période de détente en quelque sorte, où on a compris que de toute façon ça servait à rien, donc il valait mieux essayer de trouver des arrangements.